le créer, allez. Donc c'est chapitre 5, M5 de mécanique, M5 comme 5e chapitre de mécanique, théorème du moment cinétique. Donc M5, théorème du moment cinétique pour un point matériel. Théorème du moment cinétique pour ici un point ici matériel. Voilà. Théorème du moment cinétique pour un point matériel. Alors on n'ira pas jusqu'au bout aujourd'hui, on va juste introduire aujourd'hui une notion qui est importante, fondamentale, centrale dans ce chapitre, le moment d'une force. Donc, grand 1, premier temps de ce chapitre, moment d'une force. Moment d'une force, voilà. Et je vais partir de l'expérience que je viens de faire à l'instant, à savoir comment fermer le plus efficacement possible une porte. Voilà, on part de l'expérience, ça me permet de faire un schéma et de contextualiser ici, voilà, le moment d'une force. Comment fermer une porte, voilà. Alors je ne vais pas vous apprendre comment fermer une porte, évidemment, mais comment la fermer efficacement, le plus efficacement possible, en exerçant une force de norme ici constante, comme on vient de voir à l'instant. Alors on va placer ici, voilà, le contexte. Donc on souhaite fermer une porte. On souhaite donc fermer une porte, voilà, en exerçant une force F, en exerçant une force F, que je note ici grand F. Voilà. Donc je vous rappelle, une force est un vecteur caractérisé par son origine, point d'application, sens, direction et norme. Rappelez-vous, la notation vectorielle, origine, point d'application, sens, direction et norme. D'accord. Justement, de normes, on va dire constante égale à 10 newtons. Donc là, c'est nous en tant qu'opérateurs, allons essayer de garder la même norme du newton. Bon, d'accord. De normes ici constantes pour chacune des forces que je vais envisager. Voilà. Donc la norme constante, 10 newtons. Donc je vais entre parenthèses aussi la valeur numérique. Voilà. Bon. Et la question est de savoir en quel point, voilà, c'est ça, en quel point et dans quelle direction doit-on appliquer cette force. Donc ça c'est très important. En quel point? On vient de le voir à l'instant, le point d'application de la force F joue une importance, hein, d'accord, très important. Donc en quel point et dans quelle direction, voilà, et dans quelle direction doit-on appliquer la force F, voilà, et dans quelle direction doit-on appliquer la force F pour fermer ici la porte, d'accord. Autrement dit, ici, pour que l'action mécanique de fermeture soit la plus efficace possible. Vous voyez là, je parle d'action mécanique, je vais au-delà de la notion de force, je parle d'action mécanique, d'accord. Donc pour que l'action mécanique, ici, donc action mécanique de fermeture, voilà, pour que l'action, donc je souligne les termes importants, les termes importants c'est en quel point va-t-on exercer cette force, dans quelle direction, et cette notion d'action mécanique. Donc action mécanique, voilà, soit la plus efficace possible. Voilà. Donc on va parler d'efficacité ici de cette action mécanique, la plus efficace, voilà, possible. Bon, alors, très bien, notion d'efficacité. On va faire un schéma, le schéma faites-le relativement grand, il y aura quand même pas mal de choses à mettre. Ici dans un repérage cartésien, donc on y va comme ceci, dans le plan, voilà, on prend deux plans X ou Y, un plan cartésien, voilà, l'origine O, Y, la base cartésienne, donc les vecteurs unitaires, ici EX et Y. La règle de la main droite m'indique que le vecteur unitaire EZ est perpendiculaire au plan de tableau dirigé vers vous. En fait, je vais faire une vue de dessus. Je vais faire une vue de dessus de la porte de telle sorte à ce que l'axe des gonds soit porté par l'axe OZ. Donc je répète, pour ceux qui sont en distance, l'axe ici OZ pointe vers vous, ce sera l'axe des gonds, et je vais représenter une vue dessus de la porte. D'accord? Donc la porte, on y va, je vais faire ici, ceci. Voilà, comme ceci. Voilà. 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 Les deux traits. Voilà, pour bien matérialiser ici, voilà, cette vue de dessus. Bon. On aura ici donc l'origine O. Je vais représenter ce qui est important, par exemple, en bleu, ici,
il pointe vers vous, vous voyez en bleu, je vais mettre à l'axe au Z, d'accord? Et c'est l'axe des gonds qui pointe vers vous, vue de dessus, ouais, vue de dessus. C'est-à-dire que là, on se place au-dessus du plan de la porte, je vais le marquer là-haut. Non, là en dessous, pardon. Je vais marquer ici en dessous, vue de dessus. Ouais. Vue de dessus, voilà. De telle sorte que l'axe des gonds, ici, pointe vers vous, donc l'axe au Z, je mets une flèche. Je marque qu'il s'agit en fait de l'axe des gonds de la porte. L'axe des gonds de la porte, bien. Et je vais envisager différents cas de figure que je vais étudier. Voilà. C'est-à-dire que, évidemment, vous, spontanément, là, vous allez appliquer une force en un point le plus éloigné de l'axe des gonds. Mais je vais prendre le cas le plus défavorable. Imaginons que vous appliquez une force au point O, donc une force qui coupe l'axe des gonds. Ah, c'est bien ça. Donc, première force qu'on va envisager. Donc là, pareil, je ne sais pas mais je vais le faire là, ça va aller. Donc, on va faire différents vecteurs force de même norme, donc de même longueur. D'accord? Donc, des vecteurs force, même norme, même longueur, perpendiculaires au plan de la porte. Dans un premier temps, je vais prendre 1, 2, 3, 4 vecteurs force. 4 vecteurs force de même longueur, perpendiculaires au plan de la porte. Donc, on y va. On essaie de faire ça correctement. Donc, moi, je suis en plein dans la rainure du tableau. Ici, là, j'aurai le vecteur F0. Alors, F0, vecteur force F0. Je mets un angle droit ici, pour bien préciser que ce vecteur force F0 s'applique au point origine du repère. Ce vecteur force est perpendiculaire au plan de la porte et a pour origine le point O. Vecteur F0, notez bien l'angle droit le plan de la porte, F0. Ensuite, je vais prendre 3 autres forces de même norme, perpendiculaires également au plan de la porte. Je vais placer, alors pareil, ici, ça sera par exemple en M1. Voilà. Je vais appliquer une force F1 au point M1, ici. Pareil, je représente ici l'angle droit correspondant. Même norme. Ensuite, je vais placer en un point M2. Donc un point d'application M2. Alors, O, M1, M2 sont des points d'application respectifs de la force, des forces appliquées. Donc là, j'aurai le vecteur force, attention, il faut qu'il soit. Tous les vecteurs force seront parallèles entre eux. Là, au tableau, ce ne sera pas évident. Donc là, j'aurai F2. Et je vais prendre ici le point P. Le point P, en fait, le point P, ce sera la poignée. Au niveau de la poignée de la porte, d'accord, je vais placer ici un vecteur F3. Alors, c'est vraiment pas évident ici, ouais. Je me rends compte de la difficulté de faire les schémas au tableau. D'accord, F0, F1, F2, F3, pareil. Perpendiculaire, perpendiculaire, ok. Bien. Et c'est pas fini. Je vais envisager également deux autres cas. D'accord. Le cas où j'applique une force ici dans le plan de la porte. Ouais, aucun sens. Hein. Mais pour moi, mathématiquement, j'en ai besoin pour monter les propriétés du moment. Imaginons, alors vous ne ferez jamais ça, hein, qu'on applique une force comme ceci. Non, d'accord. Selon le plan de la porte. Donc là, j'aurai F4. F4, voilà. Comme ceci. Donc collinaire au plan de la porte. Et une cinquième force. Ici, je vais prendre F5 comme ceci. Verticale ascendante, comme ceci. Voilà. Alors pareil, ce sont des vecteurs force de même norme. Celui-ci peut-être un peu plus court que les autres. Je vais le rallonger. Là, je vais le rallonger. Alors là, j'ai le point P. P, c'est la poignée. Là, j'ai la poignée de la porte. Voilà. Je rappelle, c'est une vue de dessus. Vue de dessus. Donc F3, F4, et là, je vais mettre F5 tout en haut. Le vecteur force, alors là, si je fais ça, vous ne verrez pas la flèche. Donc F5. Donc je répète pour ceux qui sont en distance. F0 appliqué au point O, F1 appliqué à M1, F2 appliqué à M2, F3 appliqué au point P, la poignée de la porte. Donc ces quatre forces sont perpendiculaires au plan de la porte, parallèles entre elles, de même longueur, de même norme. F5, ici, verticale ascendante, passant par P. F4, passant par P dans le plan de la porte. Ok? Ça permettra d'envisager différents cas de figure, différents calculs de mouvement de force. D'accord? Alors évidemment, votre sens physique vous indique que la force la plus efficace pour fermer la porte, ce n'est certainement pas F0. F1 un peu mieux. F2, meilleur candidat. Et F3, évidemment, F3 sera la force la plus efficace. On verra, parce que F3 est perpendiculaire au plan. Alors ici, F5, on ferme également la porte, F5. Hein, mais F3 est la meilleure candidate parce qu'ici, on exerce une force, d'accord, perpendiculairement au plan de la porte. Donc le moment aura une norme, on verra maximale. Donc, a priori, votre bon sens, on l'a vu tout à l'heure, vous indique que F3 sera la meilleure candidate pour fermer la porte. Et certainement pas F4. On ne ferme pas une porte en exerçant une force
comme ceci, dans l'axe des gonds. On fait ceci, autrement jamais. D'accord? Vraiment, d'accord? Ok? Mais c'est intéressant pour le calcul, d'accord? Pour montrer qu'évidemment, l'action mécanique ici sera nulle. Donc on y va, ici, avant de passer à la modélisation, c'est ça, pour introduire cette grandeur vectorielle, le moment d'une force, ici. L'expérience montre que, la force, ici, alors je ne peux pas se tromper, hein, c'est F3, que la force F3 est la force la plus efficace pour fermer la porte. Et la force la plus efficace pour fermer la porte. Voilà. Voilà. Bon. Maintenant, voilà, il faut introduire un nouveau concept. On a vu que le concept de force ne suffit plus. Il faut connaître le point d'application et également de direction et le sens de la force. Ça, c'est donné par le moment d'une force. D'accord? Donc on y va, c'est petit 2. Là, on a besoin de trouver un nouvel outil, une nouvelle grandeur en mécanique. C'est le moment d'une force par rapport à un point. Donc on y va, on introduit ici un nouveau concept. Petit 2, moment d'une force par rapport à un point. Par rapport à un point. Voilà. Alors la base, ce que je notais en tant que définition, ça faut le connaître par cœur. Voilà, par cœur, vraiment. Ça servira tout le temps. C'est pas compliqué, mais cette définition, vous devez l'associer à un schéma pour bien comprendre ce que vous faites. D'accord? Donc on y va. Petit a, définition. Alors pour définir le moment de cette force, on a besoin d'un point d'évaluation. En fait, un moment de force s'évalue par rapport à un point. Voilà. Et alors ça, il faudra bien faire les distinctions entre le moment ici, enfin le point d'évaluation, et le point d'application. Et ça, on va noter tout de suite en tant que hypothèse, mais on a besoin de le préciser, de distinguer deux points. Donc soit, vous voyez, ça c'est très important, ici, voilà, on a un point haut d'évaluation, en fait le repère sur notre point d'évaluation. Donc soit haut, un point ici, c'est un point d'évaluation, c'est-à-dire que c'est un point auquel on va évaluer le moment de la force. Un point d'évaluation fixe. Alors, point d'évaluation, c'est-à-dire que c'est un point où on va évaluer. On va évaluer le moment de la force. D'accord? Un point d'évaluation fixe. Ensuite, ce qu'il nous faut, c'est une force. Et cette force F s'applique en un point M. Ça, c'est important. Donc, il y a un point haut, un point fixe. Il faut un point fixe, un repère. Et ce point repère va nous permettre d'évaluer l'efficacité de la force. Ensuite, attention, la force ne s'applique pas en haut. La force s'applique en haut. Et ça, il faudra toujours le préciser. Une fois que vous avez ça en tête, d'accord, c'est relativement simple. Mais bien distinguer le point haut et le point M. Donc, soit également une force F, soit F, une force, ici, s'appliquant au point M. Donc, la force s'appliquant M et haut est simplement ce qu'on appelle un point d'évaluation. Donc, voilà. Donc, la force s'applique au point M. Et on a un point haut d'évaluation. Bon. Et on va donner la définition, on y va. Je vais noter à côté, ici à droite, ça va aller. Donc le moment, par rapport au point haut. Vous voyez? Voilà. Par rapport au point haut, et en fait, je précise que mon point haut, c'est un point d'évaluation. Donc on évalue par rapport à ce point haut un moment de force. Donc par rapport au point d'évaluation haut et fixe. Donc je répète, le moment par rapport au point d'évaluation haut fixe. D'accord? Donc ces moments par rapport à un point. De la force F, qui s'applique au point M, qui s'applique ici au point M, est un vecteur. Voilà. On y est. C'est un vecteur. Et ce vecteur est défini par un produit vectoriel. D'accord? Alors on va faire le schéma juste après, à gauche, pour bien comprendre ce qu'il en est. C'est un vecteur défini par un produit, ou par le produit vectoriel, pardon. D'accord? Le produit
vectorielle. Voilà. Ça. Alors, est-ce que j'ai cette place? Je suis en train de me dire, est-ce que j'ai une place pour le mettre là? Ou quoi que ce soit trop petit pour ceux qui sont à distance. Je vais le mettre là-haut, d'accord? Je vais mettre la relation vectorielle en haut. Alors, attention déjà aux notations, donc c'est le moment. Alors le moment se note avec un M majuscule, le M de moment. Le M de moment. Et en fait, ce moment ici, d'accord, c'est le moment d'une force qui s'applique en un point M. Mais ce moment, il faut l'évaluer par rapport à un point O. C'est-à-dire que concrètement, vous avez une situation physique où vous avez, en fait, vous avez ceci, ça, vous avez ça. Vous avez un point M, et sur ce point M s'applique une force F. Voilà. Je vais la baisser un tout petit peu, sinon je n'aurai pas de place finalement, donc je vais faire ceci, O, voilà, M, et en M, vous voyez, s'exerce une force F. C'est-à-dire que je vais ici quantifier l'efficacité d'une force F qui s'applique en M, donc j'évalue un moment d'une force, et ce moment j'évalue par rapport à ce point-là. Ce point-là, c'est mon point de repère, le point ici, ce que j'appelle le point d'évaluation. Bon, alors ça c'est bon, ça je peux effacer, je pense que tout le monde a noté. Point d'évaluation, point d'application. On y va, je note. Donc le M, c'est un vecteur, je mets un M majuscule, c'est le moment, c'est un vecteur. N'oubliez pas, ça on le verra tout de suite, on le verra tout de suite, si vous maîtrisez la définition ou pas, parce que c'est un vecteur qui est défini par un produit vectoriel. Un produit vectoriel entre deux vecteurs vous retourne un troisième vecteur. Ce moment, c'est le moment d'une force. Donc, voilà. Donc, il s'agit du moment d'une force F qui s'applique en M. Et ce moment, je l'évalue par rapport à un point O fixe. Et ça, je le précise, le point d'évaluation, il est là, en indice du M. Donc, pour première difficulté, je pense, c'est la notation. Il faudra vraiment s'y tenir, vraiment, c'est très, très, très important. Le moment, qui est un vecteur, moment de la force F, par rapport au point O. Sachant que la force F s'applique en M, est définie par un produit vectoriel. C'est un vecteur, on le voit sur la flèche. Et ce sera toujours le produit vectoriel par le vecteur position, donc c'est OM, produit vectoriel, la force F. Voilà, OM vectoriel F. Alors ça, par cœur. D'accord? OM vectoriel F. D'accord? Ici, à apprendre par cœur. Cette relation est très très importante. D'accord? Bon, alors, tout de suite. La dimension, l'unité, c'est une nouvelle grandeur, on va préciser la dimension du moment d'une force. Donc ici, rappelez-vous la dimension du moment ici de la force F par rapport au point O. Donc défini par un produit vectoriel, donc c'est le moment d'une force, c'est sa dimension, donc c'est simplement la dimension d'un vecteur position fois la dimension d'un vecteur force. D'accord? Donc, vecteur position, dimension L, donc crochet OM égale à L, donc homogène distance. La force, attention, F égale M, donc dimension d'une force, et homogène force est homogène au produit d'une masse par une accélération. Donc, masse, accélération, je vous rappelle, donc ça fait M. Pour la masse, accélération L, T-2. Bilan, le moment d'une force est homogène à quoi? À M, L carré T-2. Et ça, cette dimension ml carré T-2, on la rencontre au premier chapitre, depuis première séance, 1er septembre, première séance. Ouais, ml, ça va vite, hein. Ml carré T-2, ça, c'est la dimension d'une énergie. Ça, c'est la dimension d'une énergie cinétique. 1 demi de mv carré, 1 demi de mv carré, mv carré. Ça, c'est ici homogène à une énergie. Donc là, homogène à une énergie, d'accord? Je note ici en dessous, homogène à une énergie. Voilà. Et d'unité, on précise l'unité. Une fois qu'on a la dimension, on donne ici l'unité. Une masse, donc ici kilogramme, donc kilogramme, ici mètre carré, seconde moins 2. Voilà. Donc vous voyez, une nouvelle grandeur, on donne sa dimension. Donc dimension du moment d'une force, c'est le produit de dimension du vecteur position par dimension d'une force. Donc ml carré T-2. Et c'est homogène à une énergie et d'unité kilogramme, mètre carré, seconde moins 2. D'accord? Donc je répète, on a une force F qui s'applique en M, le chemin est super important. Et on évalue le moment de la force par rapport au point O. Et ça se voit là. Ça se voit en indice. O est le point d'évaluation. Et en fait, le premier vecteur
c'est toujours le vecteur entre point d'évaluation, point d'application. C'est très important de voir ici, vous voyez ici, le O, c'est le point d'évaluation. Donc attention pour ceux qui sont en distance, O, je précise juste que O c'est le point d'évaluation et M, c'est le point d'application de la force. Point d'application de la force. On va faire un exemple après où évidemment, je change une notation, je vais poser une force s'appliquant en un point A ou en un point B. Mais ça sera intéressant de voir que finalement on n'aura plus OM, on aura OA ou OB. D'accord? Très important, toujours le vecteur qui part origine, point d'évaluation, extrémité, point d'application. Le point d'évaluation doit être fixe, donc soit on prend l'origine du repère. On prend souvent l'origine du repère, sauf indication contraire. Et là, ça c'est le point d'application de la force. D'accord? Bon. Deuxième temps, une fois qu'on a défini le moment d'une force, ce moment d'une force, il a plusieurs propriétés. D'accord? Plusieurs propriétés, donc je vais passer ça. Ici, des propriétés. Déjà une qui est liée au produit vectoriel. Ça, c'est un produit vectoriel. Donc, première propriété qui est importante, par définition du produit vectoriel entre deux vecteurs, le produit vectoriel vous donne un troisième vecteur qui est perpendiculaire au plan formé par OM et V. Et le sens et la direction de ce vecteur-là vous est donné par règle de la main droite. Pouce, index, majeur. Règle de la main droite, trait de direct, pi sur 2, accord entre chaque doigt, pouce, index, majeur. Mettez le pouce selon OM, l'index selon F, le majeur vous donne le sens et la direction du moment de la force. Donc pouce selon OM, le vecteur force comme ceci, vous aurez donc le moment de la force qui sera dirigé vers vous. Donc ça c'est important, je vais mettre ici en bleu. Et là on peut le représenter par exemple ici, en bleu, d'accord? Voilà, là je le fais comme ceci. Donc dirigé vers vous, en bleu, attention, le moment de la force F évalué en haut. Il est dirigé vers vous. Pourquoi? Pouce, index, majeur. Pouce, OM, index F, majeur, vous voyez, dirigé vers vous. Dirigé également vers le fond de la salle. D'accord? Donc ça, on va le noter dans les propriétés, petit b. Deuxième temps, propriété. Propriété. Voilà. La première. Donc c'est lié aux propriétés du produit vectoriel. D'accord? Donc ici, voilà, la première qui est très importante. Donc le moment de la force F évaluée en haut est un vecteur perpendiculaire. Voilà, au plan formé par le vecteur ici vitesse et position. Vecteur ici vitesse, position et force. Pardon. Ça sera pour après, peut-être faire les vecteurs en position. Position ici, voilà, OM et force. Voilà. Et force F. D'accord? Et son sens, voilà, est donné par la règle de la main droite. Et son sens est donné ici par la règle de la main droite. Donc je répète, vous mettez le pouce selon OM. L'index, vous mettez selon la force F. Le majeur vous donne le sens et direction du moment ici de la force F. D'accord? Donc pouce, index, majeur. D'accord? Bien. Première chose, sens et direction du moment de la force. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est s'intéresser au moment de ce vecteur. Le moment de ce vecteur est défini par un produit vectoriel. Donc on va prendre la norme d'un produit vectoriel. Et vous savez que la norme d'un produit vectoriel, c'est toujours la norme du premier vecteur, fois la norme du second vecteur, fois le sinus de l'angle orienté entre les deux vecteurs. Et qu'il faut faire apparaître un angle. L'angle, entre les vecteurs position et force, ici, bon, il est évident, ça se voit sur le schéma, on va noter θ. Donc là, c'est l'énoncé qui vous impose des angles à utiliser. Je vais mettre du rouge ici. Vous voyez, bon, je vais mettre ici θ. Je note θ, l'angle entre les vecteurs position et force. Ça va me permettre d'avoir une discussion sur la norme du moment. D'accord? Donc, deuxième propriété, la norme du vecteur, moment de la force. Donc, deuxième propriété, la norme du vecteur, ici, voilà, moment. Alors, pareil, au lieu d'écrire à chaque fois moment par rapport au point d'évaluation fixe de la force F qui s'applique en M1, je ne vais pas écrire ça à chaque fois, mais vous, idéalement, en colle, ce serait de le dire au tout début, la norme du vecteur moment
par rapport au point d'évaluation fixe O de la force F qui s'applique en M, bon, là à l'écrit on donne directement ceci, hein, sinon on n'a pas fini. Donc est donné par, donc elle est donnée par, on y va pour la norme d'un vecteur. Donc norme de ce vecteur. Alors, norme de ce vecteur, c'est la norme du membre de droite. C'est la norme de OM vectoriel F, norme du produit vectoriel. Et ça, vous le savez, la norme d'un produit vectoriel et non scalaire. Norme d'un produit vectoriel. Donc c'est la norme du premier vecteur, norme du vecteur position, fois la norme du vecteur force. Attention, on va prendre sin θ. Ouais, alors faut faire attention à l'angle θ, il faut s'arranger pour avoir une norme positive. On prend la valeur absolue de sin θ. Pour ne pas avoir d'erreur de signe, d'accord, pour la norme d'un vecteur, on va prendre sin θ en valeur absolue. Donc sinus θ, d'accord, pour bien avoir une norme positive. θ, alors faites attention, c'est bien sinus, c'est pas cos. Cos, ça définit la norme d'un produit scalaire. Sinus, c'est la norme d'un produit vectoriel. Donc avec θ, je note ici, je définis θ à ce moment-là. L'angle orienté, entre quoi et quoi? On regarde le schéma, entre OM et F. Donc l'angle entre les vecteurs position et les vecteurs force. Voilà. Ça, j'en ai besoin pour introduire ici la norme ici du moment d'une force. Ça, je vais effacer. Bon, ça aussi, je pense. Autrement dit, ça permettra de choisir par exemple entre F3 et F5, par exemple. Si l'on fixe la norme du vecteur position, si on fixe OM, c'est-à-dire que je me place au point P, c'est-à-dire que les forces F3 et F5 s'appliquent au même point P, donc je fixe OM, pareil, OM il est là, c'est OP, hein. OM égale OP, ouais. Les forces F3 et F5 s'appliquent au point P, donc OM devient OP, point d'application. Point d'application, point d'évaluation, point d'évaluation, point d'application. Je fixe ici la position, le point d'application au point P, donc ça c'est fixé. Je fixe la norme de la force, c'est le cas. Je suppose que F3 et F5 sont des forces de même norme. Ce qui change, c'est la direction et le sens. Bon, vous remarquez que, voilà, la norme de ce vecteur est maximale si, ici, pour un valeur absolue, si évidemment θ vaut pi sur 2. Donc on remarque que la norme du moment qui va caractériser l'efficacité de la mise en rotation, la norme de ce moment est maximale si θ égale pi sur 2. Donc cette force F3 sera donc plus efficace que la force F5 pour mettre en rotation la porte. Attention, attention, ces deux forces s'appliquent au même point P. Au même point P, il faut fixer OM. Elles ont la même norme. C'est là on voit que voilà, à OM et F deux normes fixées, on fixe les normes au point P, et bien forcément, ici, la norme de ce moment est maximale lorsque θ égale pi sur 2. Donc ça permet de choisir entre F3 et F5. Donc ça on va le noter ici. A, ici, ouais, allez, je vais faire ça. A, OM et F fixé. Alors faites attention, je n'ai pas fait de phrase. Hein. Là, je reviens à considérer les normes des vecteurs. Hein. C'est-à-dire que là, je considère les normes des vecteurs fixées constantes. D'accord? Voilà. La norme ici, directement du moment, bon, la norme voilà, de ce vecteur. Donc la norme de ce vecteur est maximale. Alors oui, je prends pi sur 2, mais j'aurais pu prendre moins pi sur 2. Je peux prendre dans le sens rétrograde. Hein. Plus ou moins pi sur 2. Ça peut souvent faire, oui, on veut ouvrir ou fermer, pardon. Mais là, on veut fermer. Mais si on veut l'ouvrir, on va θ égale pi sur 2. C'est pas gênant. On a ici une valeur absolue en signe θ. Et maximale, lorsque θ, ça dépend de ce qu'on veut faire. On veut ouvrir ou fermer la porte. Ça dépend. Plus ou moins pi sur 2. Bilan. Retour sur expérience. Les forces F3 et F5 s'appliquent au même point P. D'accord? Donc les forces ici, F3 et F5, ici, de même norme, très important de le voir, de même norme, ici, ça c'est une contrainte, d'accord, sinon ça change tout, s'applique au même point d'application, d'accord, s'applique au même point P, donc s'applique ici au même point P, ici, d'accord. On voit que F3 ici, voilà, F3 sera plus efficace ici que F5, car elle est perpendiculaire au plan de la porte. Sera plus efficace ici que F5, car ici, voilà, directement F3
est perpendiculaire au plan de la porte. Voilà. Donc ça rejoint ici notre remarque sur la norme du moment. D'accord, c'est lié ici au sinus de l'angle θ pris en valeur absolue. D'accord. Voilà, donc ça répond en partie déjà à notre problème. Je suis entre F3 et F5. Voilà, là le choix, oui, il est déjà fait. Bon. Maintenant, sachez que c'est ce qu'on appelle également une grandeur dite additive. Ça, on l'a déjà rencontré. Donc ça, la norme, ça c'est fait. Après, c'est discuter sur l'additivité de ce vecteur. Donc on va rajouter cette propriété également. Donc il s'agit d'une grandeur additive. Il s'agit d'une grandeur additive. Alors, c'est-à-dire, ça se montre très facilement, très simplement. Au lieu d'évaluer le moment par rapport au point d'évaluation fixe, ici d'une force F s'appliquant en M, on évalue le moment par rapport à O d'une somme de deux forces, moment de F1 plus F2. C'est-à-dire qu'on va ici estimer par rapport au point O le moment M, ici, de la force F1 plus F2. Voilà, on estime ceci. Alors ça c'est quoi par définition? Je reprends la définition, je remplace F par F1 plus F2. Voilà, c'est pas compliqué, donc je reprends ici la définition. Alors évidemment, il faut que ces deux forces F1 et F2 s'appliquent au point M. M est toujours l'unique point d'application de F1 et F2. Donc ça fera OM vectoriel F1 plus F2. D'accord. Je distribue le produit vectoriel, ça fait OM vectoriel F1, ouais, plus OM vectoriel F2. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve? Bon, on retrouve la somme de deux moments de force s'appliquant au même point M. Le point d'application est le même. Donc on trouve d'une part le moment, ici, directement par rapport à O. Ouais, ça c'est le point d'évaluation. Point d'application. Point d'évaluation, point d'application. Donc de F1 plus le moment par rapport à O de la force F2. Voilà, ça faut le savoir. Voilà, ce sont ici. Ah, c'est une grandeur additive. Le moment d'une force est une grandeur dite additive. D'accord. Après, dernière propriété qui est très importante. Le moment d'une force dépend du point d'évaluation choisi. Ça c'est important maintenant, on le verra. Donc le moment d'une force, donc ça, je note cette propriété importante. Le moment d'une force, voilà, dépend du point d'évaluation choisi. Donc dépend du point d'évaluation choisi. Voilà. Choisi pour le calcul, pour l'évaluer ou pour le calculer, évidemment. Donc pour le calculer, autrement dit, pour l'évaluer. Mon point d'évaluation, c'est un point qui me permet d'évaluer, de calculer le moment d'une force s'appliquant à un point M. La force s'applique toujours au point M. Ce qui change, c'est que maintenant, j'aurai produit deux points ici d'évaluation. J'en ai deux. Donc on aura toujours ici, voilà, F, donc une force et une force toujours qui s'applique au point M. On aura toujours ceci. Voilà, le point d'application. La seule différence, c'est que voilà, là on va vous imposer voilà, deux points d'évaluation. Il y a deux points de vue, deux points où on peut calculer le moment de cette force. D'accord? Donc tout simplement prendre des points O et O'. D'accord? Donc O est un premier point d'évaluation. C'est un premier point d'évaluation. Voilà. Et je vais prendre O'. Alors, je vais bien montrer la différence. O' est un second point d'évaluation. Donc O' est quant à lui un second point d'évaluation. Ok. Ça, je peux noter. Alors. D'où, voilà. C'est-à-dire que, bon, vous savez évaluer le moment par rapport au point O de la force F qui s'appliquant M. Maintenant, on va l'évaluer par rapport au point O'. Autrement dit, maintenant, la différence, c'est qu'on va évaluer le moment par rapport au point O' de la force F qui s'applique en M. Donc ça, par définition, c'est quoi? C'est toujours point d'évaluation
point d'évaluation, point d'application, vectoriel F. Et là, est-ce que tout le monde voit que le moment de la force F par rapport à O' est lié au moment de la force F par rapport à O? Ils sont liés l'un à l'autre. Pourquoi? Pareil, vous avez des vecteurs. Pensez à la relation de Charles. Comment faire apparaître le point O? C'est facile. O'M égale O'O plus OM. Donc on y va. Donc ça nous donne O'O plus OM. Vectoriel F. Pourquoi faire ça? Parce que si je fais ça, je retrouve le moment de la force F évalué par rapport au point O. Fixe. Donc là, j'aurais quoi? J'aurais O'O vectoriel F plus OM vectoriel F. Alors dès que vous trouvez ça, OM vectoriel F. On recommence. Point d'évaluation, point d'application de la force F. Ça c'est quoi? Ça c'est le moment par rapport au point O fixe de la force F. Ok. Ça c'est quoi? Ça c'est un terme complémentaire. Ça c'est le terme O'O vectoriel F. Et tout ça, c'est le moment de la force F, non pas par rapport à O, mais par rapport à O'. Voilà. Donc attention, voilà, ici. Alors attention, je l'encadre. Mais sachez la retrouver. Ça ne l'apprenez pas par cœur. Je l'encadre, mais ne l'apprenez pas par cœur. Sachez le retrouver. Ça vaut aucun effet de l'apprendre. Donc à retrouver. Je marque à savoir retrouver. Comment vous faites? Il faut être ça. Après, mais si on change les points, la logique est toujours la même. Ça ne prenez pas. Donc à savoir retrouver. La seule chose qu'il vous connaître, c'est ça. La seule chose qu'il faut connaître, elle est là. C'est ça. Ça connaît par cœur. Il y a que ça à connaître par cœur. Au moment d'une force par rapport au point. C'est tout. Le reste, c'est voilà. Ce sont des choses à savoir retrouver. D'accord? Non, je n'ai intérêt d'apprendre ça. D'accord? Bon, là, on a fini avec les propriétés. Ici, du moment vectoriel. Ce qu'on appelle un moment vectoriel. Nous, ce qui nous intéresse à apprendre en physique, c'est de savoir dans quel cas ce vecteur va-t-il s'annuler. Dans quel cas ce vecteur-là va-t-il s'annuler. Allez, je vous pose la question là comme ça en direct. Vous avez ce vecteur-là défini par un produit vectoriel. Donc mathématiquement, je demandais à Amine, dans quel cas ce vecteur moment d'une force va-t-il s'annuler? Il y a deux cas de figure. Il y en a un qui est évident. Alors, je vais peut-être quand même refaire le schéma. Donc c'est petit c, pardon, cas de nullité. Au moins de ça, ça te laisse le temps de réfléchir. Donc cas de nullité. Cas de nullité, je vous rappelle, la configuration très simple. On a ceci, on a ça. Voilà. On a une force F qui s'applique en M, O est un point d'évaluation. Amine. En F, c'est une avec M. Ouais, déjà. Très bien. Ouais. Quand les deux vecteurs sont collinéaires, deux vecteurs collinéaires, alors quand deux vecteurs position, lorsque les vecteurs position et vecteurs force sont collinéaires, vous avez un produit vectoriel entre deux vecteurs collinéaires. Bien, premier cas, ce sera souvent le cas en exo, où lorsque vous verrez les vecteurs position et vecteurs force collinaires, le moment de la force sera nul, vectoriellement. Ok, très bien. Deuxième cas de figure. Qui le voit, deuxième cas de figure? Dans quel autre cas va-t-on avoir le moment de la force, ici, qui sera égal à un vecteur nul? Un peu plus subtil. Lorsque la force va s'appliquer en O. Ouais, bien vu. Lorsque la force s'applique en O, ouais, le vecteur point d'évaluation, point d'application se réduit à quoi? Vecteur OO, vecteur nul. Vecteur nul, bien vu. Deux cas de figure permettant d'avoir ici le moment d'une force qui est égal au vecteur nul. Donc, alors ça pareil. Bon, à connaître, mais ça vous le retrouvez grâce à ça, grâce à cette relation-là. Donc on note, cas de nullité, le moment par rapport au point O fixe de la force F qui s'applique en M. Attention, hein, un vecteur à gauche, un vecteur à droite. Droite, gauche, deux vecteurs. Si et seulement si, donc deux cas de figure. Bon, on prend le calmant trivial d'abord. La force s'applique en haut. Faisons ici la force F. La force F s'applique au point O. S'applique au point O. Dans ce cas-là, le vecteur position OM se réduit à OO, qui est égal au vecteur nul. D'accord? Premier cas de figure. Bon. Deuxième cas, les vecteurs position et vecteurs force sont collinaires. Donc les vecteurs, ici, position et force, sont
collinaire. Bien. Et dans ce cas-là, je vais peut-être aller un peu plus loin. Ici, je vais faire le schéma. Donc ça c'est premier cas, deuxième cas. Je vais faire le schéma correspondant. Ici, donc, vous notez en dessous. Moi, je vais faire ici. Je vais passer ça. Je vais faire le schéma correspondant ici. Donc, je vais faire le schéma en dessous. Schéma correspondant. J'ai un peu de place à gauche. Je refais une fois de place. Donc, je vais faire O. Ici, M. Voilà. Et si vous avez cette configuration-là, la force s'applique toujours en M. O reste un point d'évaluation. Le moment de la force F par rapport au point O est un vecteur nul. Ouais. Et dans ce cas-là, on dit également que la droite d'action, on va définir ce qu'on appelle une droite d'action. La droite d'action passe par le point O. C'est-à-dire que là, on va ici, vous allez tous, je vous attends, représenter ici la droite qui passe par le point M et qui est portée par le vecteur force. Donc vous tracez en, je trace en bleu. Oui, je trace en bleu ceci. Tac, 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 tac. Ceci, je déborde des deux côtés. Et je mets une légende. Alors où est-ce que je mets la légende? Là-dedans. Je vais mettre une flèche. Donc pour ceux qui sont en distance, vous voyez ce que je mets en tiret bleu. Ce que j'appelle la droite d'action. Alors droite d'action, notez D, c'est une droite. Définie par quoi? Cette droite d'action passe par le point M. Première chose, elle passe par le point M et elle est portée par le vecteur F. Donc D, je note en bleu, et la droite d'action, passant par le point M, donc par le point d'application, passant par le point M, d'accord, et portée par le vecteur force. D'accord, ça également c'est une notion qui intervient dans ce chapitre, qu'on appelle la droite d'action. Bon, c'est une droite qui passe par le point M et qui est portée par le vecteur force. D'accord, et portée, donc c'est une droite qui est portée par le vecteur force F. D'accord. Bon. Et autrement dit, une autre façon de voir les choses, dire que ce moment est nul, c'est-à-dire que les vecteurs OM et F sont collinaires, c'est nos schémas. Mais ce qu'on peut dire également, c'est que la droite d'action, elle passe par O. Si la droite d'action passe par O, les vecteurs OM et F sont collinaires. C'est une façon de voir les choses. C'est un peu plus technique, mais ça permet de faire apparaître, on appelle ça la droite d'action. D'accord. Donc autrement dit, je le marque au-dessus. Donc on remarque, ici, c'est cas de nullité. Autrement dit, voilà, autrement dit, le moment par rapport au point O de la force F qui s'applique en M est un vecteur nul, d'accord, lorsque la droite d'action, ici, D, la droite d'action, pareil, je la définis à chaque fois. Droite d'action passe par le point M, porté par F, passe par le point O. Voilà. Et là on remarque, dire que la droite d'action passe par le point O signifie que les vecteurs position et les vecteurs force sont collinaires. Et donc assure un produit vectoriel nul. Donc passe par, ici, le point d'évaluation fixe O. Voilà. Passe par le point d'évaluation fixe O. Voilà, tout ce qu'il faut connaître sur le moment d'une force. Le moment d'une force par rapport à un point. Maintenant, il faut savoir l'appliquer. Donc, une chose à connaître par cœur, ici, je l'ai fait au tableau, OM vectoriel F. Maintenant, comment on l'applique? Ça, il faut le connaître. Si vous ne savez pas ça, vous ne saurez pas faire le cours, vous ne saurez pas faire votre exo. Maintenant, comment on l'applique? Je vais vous donner un exemple. Donc, petite idée, application. Ça. Bon, schéma, je voulais le laisser jusqu'au bout, je dois le garder, donc je ne peux pas l'effacer. Ça c'est bon pour le schéma, ouais, je peux effacer le schéma. La droite d'action, vous l'avez tué, c'est bon, ouais. Là, je vous donne un peu de place. On y va. Donc, petite idée, application. Voilà. Tac. Hop. 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 Repère cartésien. Tac. Tac. EX. EY. Je vais prendre un point A de coordonnées A0, donc un point A d'abscisse A et d'ordonnée nulle. En ce point A, ça fait qu'une force F faisant un angle θ avec la Z6. Donc je tac. Une force F faisant ici un angle θ.
Alors j'ai pas ce qu'il y a en dessous. Voilà. Exemple d'application simple. Voilà. Et la question simple également. Évaluer ici le moment par rapport au point O fixe. Le point O est fixe, on vérifie ce que je viens de faire. De la force F qui s'applique en A. Donc là, voilà, évaluer le moment par rapport au point O fixe. Donc par rapport au point O fixe. Donc là, c'est le point d'évaluation. D'accord? De la force F qui s'applique en A. De la force F qui s'applique en A, compte tenu de cette configuration A, force F faisant un angle θ avec l'axe horizontal. Bon, la force F qui s'applique, voilà, au point A. Autrement dit, on vous demande le moment par rapport à O de la force F. Voilà. Alors ça c'est rapide, c'est pas compliqué, mais je vous rappelle le point de départ c'est la définition. La seule, pour l'instant, à connaître par cœur, la définition centrale du moment d'une force. D'accord? Donc, par définition, il faut connaître, vous partez de ça, par définition. Par définition. Donc on définit ce vecteur, le moment par rapport à O de la force F égale. Et là, attention, c'est fait exprès, je l'ai dit tout à l'heure. Attention. Allez, je demande à Baptiste, ici présent, Baptiste, comment tu définis le moment, ici, vectoriel, par rapport au point O fixe de la force F qui s'applique, en plus j'écris en tout cas, qui s'applique en A. J'ai tout noté. C'est le vecteur AF vectoriel. Non, le vecteur O, point d'évaluation, A, point d'application. Donc c'est vecteur position. En fait, vecteur position, en fait, A est repéré par rapport à O. A est repéré par rapport à O, donc c'est vecteur OA. Donc OA, Baptiste, vectoriel de la force F. Vectoriel de la force F. Ici, directement. Ok. Bon, on le fait directement. Mais faites attention, si on le fait directement, on a un produit vectoriel. Parce que tout le monde voit que le vecteur force ici, en tous les cas, n'aura pas un vecteur nul. Parce que les deux vecteurs ne sont pas collinaires. Donc le moment est non nul. Bien. Donc on fait comme le calcul. OA, dans la base cartésienne. Alors j'anticipe. Règle de la main droite. J'anticipe. Le moment sera selon EZ. Pourquoi? OA, F, comme tout à l'heure. Le moment, uniquement avec la règle de la main droite, je vois que le moment de la force sera dirigé vers vous. Donc selon l'axe OZ. C'est pour ça que je vais préciser les coordonnées du vecteur OA dans la base cartésienne EX, Y, EZ. Parce que moi je vois que ce moment est dirigé vers vous selon OZ. Dans tous les cas, par exemple, vous savez, c'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan formé par vecteur position et vecteur force. OA, coordonnées de OA. A, 0, 0. Vectoriel. Vectoriel quoi? Allez, Quentin se prépare. Vectoriel ici, le vecteur force. Vecteur force que je dois projeter. Je te donne la moitié de la réponse. Je me donne l'autre moitié. Je dois projeter le vecteur F dans la base cartésienne. EX, EY, EZ. Le vecteur force ici fait un angle θ avec l'axe OX. Alors je vais retirer ça, ça me dérange vraiment. F0. Alors, on écoute Quentin. Quentin nous propose, selon l'axe des X, F cos θ. Ouais, F cos θ. Bien Quentin. F cos θ selon EX. C'est ce que tu voulais dire. F cos θ. Et selon l'axe des Y, F sin θ. Bien, F sin θ. Et 0 selon Z. D'accord? Voilà. D'accord? Donc ça c'est du repérage cartésien. Projection d'une force dans un plan X ou Y. Bien. Ah bah tiens. Produit vectoriel entre deux vecteurs. Ah, ça c'est ce qu'on a vu dans le chapitre précédent. On vous demande une partie plus chargée dans un champ métrique. Pour avoir la première ligne selon l'axe des X du produit vectoriel, on barre ceci, on effectue ça fois ça, moins ça fois ça, 0. Je répète, pour avoir le résultat selon X, je barre cette ligne-là, j'effectue le déterminant, ça fois ça, moins ça fois ça, ça fait 0. Pour avoir la ligne selon Y, je redescends ça, je descends A et F cos θ, je vais faire ça fois ça,
moins ça fois ça, 0. 0. Et pour avoir la dernière ligne ici, qu'est-ce que je remonte. Sinon je pourrais redescendre également, je remonte, c'est plus simple. Ligne selon OZ, selon Z, pardon, je vais faire ça fois ça. Ah, non nul, d'accord, moins ça fois ça. Donc AF sin θ. Donc AF sinus θ. D'accord? Alors ça c'est la base, ça pour vraiment bien comprendre l'application. On le voit en mécanique. Hein. Si vous ne connaissez pas vos théorèmes, je ne vous ferai rien. Si vous connaissez vos théorèmes, vous aurez déjà, j'aurai déjà quelques points, d'accord? Mais ensuite, après les théorèmes, il faut savoir les appliquer. Vous voyez, appliquer ces théorèmes, appliquer les lois, une fois que vous saurez les appliquer, d'accord, vous serez débloqué, d'accord? Mais là, pareil, il faut savoir l'appliquer, repérer A par rapport à O, et projeter, surtout, projeter le vecteur force dans la base cartésienne. Autrement dit, si ici je passe en notation vectorielle, ici, donc soit, voilà, on vient de calculer que le moment de la force F par rapport à O s'écrit AF sin θ, je mets un vecteur, donc si je mets un vecteur, je vais mettre un vecteur à droite ici également, c'est un vecteur unitaire EZ. Donc AF sin θ, AF sin θ selon EZ, et ça c'est bien compatible avec la règle de la main droite, pouce index majeur. Donc le EZ est bien compatible avec ici la règle de la main droite, compatible avec la règle ici de la main droite. Voilà, premier calcul de moment de force, un moment par rapport à un point. D'accord? Donc, voilà, définition et application. Bien, pour terminer cette partie, on va changer de point de vue. On va compliquer un tout petit peu l'affaire. Ça reste simple, c'est l'introduction. D'accord? Le plus compliqué est la vie, les bras de levier. Ça, souvent, vous n'aimez pas ces bras de levier. Et pour compliquer un tout petit peu, ce qu'on va faire, ce n'est plus évaluer le moment d'une force par rapport à un point. C'est évaluer le moment d'une force par rapport à un axe de rotation. Voilà. Alors, une fois que vous avez compris ça, vous avez compris l'esprit du chapitre. Il faut bien comprendre, bien lire l'énoncé, pareil, lecture de l'énoncé. Est-ce que vous évaluez le moment d'une force par rapport à un point? Auquel cas, c'est une grandeur qui est vectorielle, définie par un produit vectoriel. Ça va bien le comprendre. Ou bien, est-ce que vous évaluez un moment de force par rapport à un axe qui, vous verrez, est ce qu'on appelle une grandeur scalaire, et on va trouver ce qu'on appelle les bras de levier. D'accord? Donc, on y va. C'est la suite, hein, c'est le petit 3, où là, on va estimer le moment d'une force, non plus par rapport à un point, mais par rapport à un axe orienté. Je vais en prendre le même plan, définition, propriété, cas d'unité, application, à la porte, c'est terminé. Mais attention, si vous confondez les deux. Vous confondez moment vectoriel et moment d'une force, moment scalaire. Donc on y va. Petit 3. Donc suite et fin. Enfin, petit court. Le chapitre n'est pas très long, on finira lundi prochain. D'accord? Donc petit 3, moment d'une force par rapport à un axe orienté. Donc attention, ça se complique un peu. D'accord? C'est une nouvelle grandeur. Et quelle est la première, hein, rassurez-vous. Donc, moment d'une force par rapport ici, un axe orienté par rapport à un axe ici orienté. Bon, allez, on va, on suppose que vous avez assimilé les notions précédentes et là on attaque une nouvelle notion, moment par rapport à un axe. Pareil, définition. On y va. Définition. Pareil, soit une force F s'appliquant en M, soit O, un point d'évaluation. La seule différence, c'est que ce point O ne sera pas n'importe où. Ça sera en fait sur l'axe delta. Mon point O sera l'origine de l'axe delta, axe de référence. Donc là, même rédaction, soit, on y va, ici, une force F, donc toujours une force F qui s'applique au point M, donc elle s'applique toujours au point M, donc qui s'applique ici au point M. La seule différence, qui est de taille quand même, soit ici également un axe delta, ici, qui sera fixe et orienté par son vecteur unitaire E delta. Donc il est orienté par son vecteur ici unitaire E delta. Donc un axe delta. Voilà. Donc on a une force, on a un axe. Alors vous,
D'accord? Rappelez-vous ce que vous avez fait ici en début d'année. C'est votre axe de rotation. Donc on définit ce qu'on appelle un axe de référence, un axe de rotation. Et deuxième différence, donc on a donné un axe de rotation, un axe delta. Le point O appartient à l'axe delta. Le point O n'est plus n'importe où, le point O ici, mais il y a un point quelconque de delta. Donc un point O, voilà. Donc un point d'évaluation O, ici, donc fixe, voilà, voilà, appartenant à delta. Donc appartenant, voilà, d'importance, maintenant ce point O appartient à l'axe delta. Alors pareil, quand vous définissez ceci, une force F qui s'applique en M, un axe delta, un point d'évaluation, vous faites le schéma. Le schéma il est simple, c'est quoi? C'est un axe, alors souvent on prend comme ceci l'axe, on ne cherche pas, un axe vertical. Cet axe c'est l'axe delta, donc l'axe delta, delta majuscule, c'est un axe delta. Cet axe delta, il est orienté par E delta, et ça tombe bien, l'origine c'est le point O. Donc O appartient à delta, c'est un point quelconque, on prend un point quelconque de l'axe, et on fixe l'origine de l'axe. En fait c'est l'origine, on prend le point O ici, donc O. Donc vous mettez l'axe ici par le vecteur E delta, d'accord? Et le reste c'est la même chose. On aura un point M sur lequel s'applique une force F. Donc un point M sur lequel s'applique la force F. C'est bon? La seule différence, c'est qu'on rajoute un axe delta, d'accord, par lequel, ici, vous avez finalement un axe delta qui est fixe et orienté par son vecteur unitaire delta, et surtout sur lequel, sur lequel on a l'origine, le point d'évaluation. D'accord? On y va dans la définition pour définir ici ce moment de la force par rapport à l'axe delta. Cette fois-ci, on ne va plus définir le moment par rapport à un point O, mais on définit par rapport à l'axe delta. C'est important. Donc on y va. Le moment par rapport à l'axe delta. Le moment par rapport à l'axe delta, qui est souvent, on verra en mécanique de solide, un axe de rotation. D'accord? De la force F. De la force F. Qui toujours s'applique au point M. Qui s'applique toujours ici au point M. Alors, ce moment par rapport à l'axe delta, vous allez voir souvent que je vais parler de moment scalaire. C'est un moment scalaire parce que c'est un scalaire, ce n'est pas un vecteur, c'est un scalaire, donc défini non pas par un produit vectoriel, mais défini par un produit scalaire. D'accord? Donc, est un scalaire, d'accord? Vous voyez la différence ici, c'est un scalaire et non un vecteur. Un scalaire, je souligne ça, je souligne ça. Cette force s'applique toujours en M, voilà. Et le scalaire défini par le produit scalaire suivant, donc défini par le produit scalaire. Vous voyez, je reprends à peu près la même phrase hein, pour la définition du moment scalaire. Ça c'est bon, ça oui, hop, on a le schéma. Donc, et là, forcément, le point de vue change. La notation va également changer. Notation qui change, c'est-à-dire on aura toujours M. M pour moment. M pour moment. Moment d'une force. Moment d'une force F. Ok. La différence, elle est ici par rapport au point d'évaluation. Il n'y a plus de point, c'est par rapport à un axe. Donc là, ce que vous mettez, attention, la différence, elle est là. Le delta. Elle est là, et surtout, il n'y a plus de vecteur. Donc, pour la différence, un moment par rapport à un axe avec une grandeur est un scalaire. Donc si c'est un scalaire, on le voit ici, je mets une flèche, la flèche n'indique rien. Oui. Si je mets un flèche, c'est un scalaire, il n'y a pas de vecteur. Si je mets un flèche, c'est qu'il n'y a pas de vecteur, on ne met pas de flèche ici, vous mettez delta, c'est un moment ici scalaire. Et défini par un produit scalaire. Bah, en fait, tout simplement, c'est la projection scalaire du moment de la force F par rapport au point O, projection scalaire de ce vecteur sur l'axe delta. C'est-à-dire qu'on prend le vecteur précédent, voilà, et on projette selon l'axe E delta. C'est-à-dire qu'on prend le moment d'une force par rapport à un point, on prend le moment d'une force par rapport à un point, et on projette sur l'axe de rotation. Et ça donne quoi? Ça donne OM, vectoriel F, scalaire E delta. Voilà. Alors pour ceux qui connaissent, vous avez l'association d'un produit vectoriel et d'un produit scalaire. Il y a les deux, attention. Là, on n'ira pas plus loin.
Vous connaissez pas, je pense, les règles du produit mixte. Là, on a un produit mixte. Parce qu'on a un produit scalaire là et un produit vectoriel. On a un produit mixte. On n'ira pas plus loin. On n'ira pas plus loin ici cette année, d'accord? Là, l'ensemble constitue ce qu'on appelle un produit mixte. D'accord? Voilà. Bon. Retenez juste que la projection scalaire sur l'axe delta du moment vectoriel me donne le moment ici directement par rapport à l'axe de rotation. D'accord? Bien. Ça, c'est la définition. Définition ici de ce moment. Propriété. Petit b, propriété. Alors ça, pareil, ce qu'il faut être par cœur, c'est ça. Ça, là, là. Surtout la notation. Le moment de la force F par rapport à l'axe delta, c'est la projection scalaire du moment vectoriel sur l'axe delta. Scalaire delta. La propriété, qui pour nous sera importante pour étudier les cas de nullité. Propriété, ici, qui est très importante. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que le moment d'une force par rapport à un axe delta ne dépend pas du point choisi de l'axe pour définir. Alors ça vous paraît totalement abstrait, mais ça on va mettre en application juste après. Donc propriété à connaître quand même. Hein. Le moment d'une force par rapport à un axe delta. Donc je la note, et cette propriété on va l'appliquer juste après. Le moment d'une force, attention, par rapport à l'axe delta, par rapport à l'axe delta, ne dépend pas du point de l'axe choisi pour le définir. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? On a l'application juste après. D'accord? Donc, ici, une force 1 ne dépend pas du point de l'axe choisi, ne dépend pas du point de l'axe ici choisi pour le définir. Pour le définir. Ok. Alors, c'est quoi cette histoire de point de l'axe choisi pour le définir? Il faut revenir à la définition d'un moment par rapport à l'axe delta. La définition d'un moment de force par rapport à l'axe delta. Vous voyez qu'il y a un point de référence, il est où? Il est là. Là. Pour définir un moment d'une force par rapport à un axe, vous partez du moment d'une force par rapport à un point. Et c'est ce point-là dont il s'agit, ce point haut. D'accord? C'est-à-dire que la propriété du moment d'une force par rapport à un axe, vous dit que peu importe le point de l'axe choisi pour définir le moment d'une force par rapport à delta, on aura toujours le même résultat. Et ça, on va le mettre en application juste après. Quel que soit le point haut appartenant à delta, c'est ça que ça signifie. Et ça, on va le mettre en application ici, dans un troisième temps, dans les cas de nullité. D'accord? Donc, petit c, cas de nullité, ça je peux l'effacer. Donc, cas de nullité. Donc, petit c, cas de nullité. Alors, je vous les donne et on les démontre après. Parce que je pense que vous les voyez tout de suite comme ça. Directement, je vais vous donner les deux cas de figure qui vont annuler cette grandeur scalaire. Donc, dans quel cas le moment d'une force par rapport à l'axe delta est-il nul, égal à 0, et non pas vecteur de l'égal à 0, c'est un scalaire. Premier cas, lorsque la force F est parallèle à l'axe. Ouais. Si je gagne une force, je vais soulever la porte, je n'arriverai jamais à la faire tourner. Si je gagne une force parallèlement à l'axe aiguë, j'aurais aucune efficacité pour la mise en rotation. C'est ça que ça signifie. Hein. D'accord? Donc, premier cas de figure, si la force F est parallèle à l'axe. D'accord? Le moment scalaire est nul. Alors ça, il faut le montrer mathématiquement. On le voit effectivement. C'est en soulevant la porte que je vais réussir à la faire tourner. Ouais. Mathématiquement, on va chercher les propriétés du produit vectoriel. En quoi, lorsque la force F est parallèle à l'axe de rotation, d'accord? En quoi cela implique-t-il un moment de la force par rapport à delta nul? D'accord? Ouais. Deuxième cas de figure, lorsque la force F coupe l'axe de rotation. Ouais. Donc premier cas, F est parallèle à l'axe. Deuxième cas, elle coupe l'axe en un point I delta. On y va. Deux cas, alors ça, à connaître. En plus de l'étude, c'est quand même à connaître, à savoir retrouver assez rapidement. Donc M delta de F égale 0. Voilà. Si seulement si. Alors, premier cas de figure. Bon, je n'ai pas fait comme ça tout à l'heure, mais c'est pas grave. Donc vous voyez, hein, c'est bien le scalaire 0. Le moment de la force F par rapport à l'axe delta est égal à 0. Premier cas, lorsque F est parallèle à l'axe de rotation. Premier cas, F est parallèle, collinaire, à l'axe delta. Parallèle à l'axe delta. Ok. On va faire les schémas après. Ouais. Premier cas. Deuxième cas, et ça vous l'avez certainement vu en ici, c'est très important. Lorsque la force F coupe l'axe delta. Deux cas. F parallèle, alors ça par contre, ouais, ça faut connaître quand même, c'est du bon sens. Reprenez l'exemple de la porte. F parallèle, je la soulève, ça marche pas. F coupe l'axe, je pousse.
D'accord, je repousse ça, va fermer. Flex une force dans direction de l'axe. Donc pareil, lorsque F coupe l'axe de rotation. Donc F coupe l'axe ici de rotation de delta. Deux cas de figure. D'accord? Alors ça c'est bien beau, bon, l'expérience montre que, ok, mais il faut le retrouver grâce aux propriétés ici du produit scalaire et du produit vectoriel. Je vais passer ça, tout ça, bah même ça. Ça j'ai changé la configuration. Je vais changer tout ça, ça. Je vais faire deux schémas. Ici, ça tombe bien, j'ai de la place là. Premier cas. Ben, j'ai ceci, alors pareil, ce sera toujours le schéma. Delta, l'origine, et un vecteur unitaire qui oriente delta, delta. Je prends un point M, sur lequel s'applique la force F, et la force F est comme ceci. Premier cas, la force F est collinéaire à l'axe delta. La force F est collinéaire à delta. Et ça m'assure un moment scalaire nul. Alors pourquoi ça m'assure un moment scalaire nul? Puisque ici, vous allez avoir ici directement OM vectoriel F. Donc je vous rappelle que M delta, c'est ici, alors je vais décaler un peu, on n'a pas de place. Ça sera le moment, alors je vais directement maintenant, ça sera OM vectoriel F. Ça c'est le moment de la force par rapport au point O, scalaire au delta. Ok. Bon. OM vectoriel F. Avec ici, dans cette configuration, est-ce que tout le monde voit? Avec F qui est selon E delta, c'est ça que ça signifie, le vecteur force est selon E delta. Donc là vous avez un vecteur force selon E delta. Par définition du produit vectoriel, quand je fais OM vectoriel F est forcément perpendiculaire au delta. OM vectoriel F, comme F est selon E delta, forcément OM vectoriel F est perpendiculaire au delta. Voilà. Avec ici, on note OM vectoriel F, je note ce vecteur-là, je fais une phrase quand même, est perpendiculaire ici à E delta, par propriété du produit vectoriel. S'il est perpendiculaire au delta, oh bah c'est bien ça. J'effectue un produit scalaire par E delta, donc j'effectue donc un produit scalaire entre deux vecteurs perpendiculaires. Le moment scalaire est nul. D'accord? D'où, voilà, ici, donc produit scalaire, donc tout ça c'est perpendiculaire, ça, tout ça c'est perpendiculaire à E delta, et je multiplie scalairement par E delta, donc produit scalaire de deux vecteurs ici perpendiculaire, donc ici le moment de la force F par rapport à l'axe delta est égal à 0. Voilà, on vient de le montrer. Alors ça c'est exigible. Exigible, d'accord, de montrer que le moment ici d'une force F, alors ça sera pour vous, hein. Donc un jour ce sont vos questions de cours à vous, je vous répète, hein, toujours ce petit déphasage. Voilà, moment d'une force, quels sont les cas de nullité, et ça on vous demandera de le montrer très clairement, d'accord. Voilà, et prenez l'exemple de la force, c'est pas de la porte, c'est pas en soulevant la porte qu'on va la faire tourner. Deuxième cas de figure, la force F coupe l'axe. Donc on y va à droite, deuxième cas de figure. Donc je vais faire ici la même configuration, on fait toujours ça. L'axe E delta, une origine O, un vecteur unitaire E delta. Je prends le point M ici, et là vous devez couper ici l'axe delta en un point, on va dire en un point I. C'est-à-dire que voilà, la force intercepte l'axe delta en mode I. I, voilà, le point d'intersection entre le vecteur force et l'axe delta. Ça va? Donc là, F coupe delta. Là, oui, je suppose que F et delta sont dans le même plan. C'est dans le plan du tableau. Ouais. La force F et delta sont ici, sont dans le plan du tableau, et on a un point d'intersection unique, le point I comme intersection. Ça va? Donc F coupe delta. Bon, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, pareil, on va définir M delta, moment de la force F par rapport à l'axe delta. Donc c'est OM, vectoriel F, scalaire, E delta. Ok. Bien. Alors ça c'est, on va dire, la définition. D'accord? Ça c'est la définition, ici, du moment scalaire. Autrement dit, quand j'écris ceci, j'écris que le moment scalaire, c'est le moment... Alors, je ne vais pas mettre là, je crois. Si je fais ça, je vais effacer. Je vais faire ici, donc soit. Voilà.
Donc ce que je dis, c'est que le moment de la force F par rapport à l'axe, c'est le moment de la force F par rapport au point O. Scalaire E delta. Donc là, je mets en évidence une formation qui est très importante. Ça, c'est la définition. Là, je définis. Bon, en fait, j'aurais pu commencer par ça. Pas grave. Je définis le moment de la force par rapport à l'axe. Le moment de la force par rapport à l'axe, c'est le moment de la force par rapport au point O, scalaire E delta. Ça, c'est la définition. Donc ça, je note pour les gens, définition. Définition du moment de force par rapport à l'axe. Bon. Propriété. On y est. Propriété. Après définition de propriété, on a... Bien, je l'ai effacé. Le moment de la force par rapport à l'axe delta orienté ne dépend pas du point choisi pour l'évaluer. Autrement dit, ce que j'ai dit ici, quel que soit le point de l'axe delta choisi pour définir m delta, le résultat sera le même. C'est-à-dire concrètement, c'est-à-dire quoi? Je peux remplacer O par n'importe quel point, du moment qu'il soit sur l'axe delta. Je répète, deuxième étape, propriété, quel que soit le point choisi sur l'axe delta, que je prenne O ou I, ah tiens, I m'intéresse, c'est un point de l'axe delta, et I c'est le point d'intersection entre delta et la force F, F coupe l'axe delta. Donc là, deuxième temps, propriété. Alors ce que je vais faire, alors je vais effacer M, il est un peu trop loin, le M je vais le mettre ici. Donc là je fais égal, mais ce égal, ça c'est la propriété précédente, propriété, et je mets en évidence sa propriété, elle est où cette propriété? Elle est où? Elle est à ce niveau-là, dans l'indice, quel que soit le point de l'axe choisi, que je prenne O, I, c'est la même chose. Donc là, je vais prendre I, je prends le point I, et j'effectue ici, scalaire E delta. Et là, ce que tout le monde voit, que le produit scalaire sera nul, parce que le premier vecteur est un vecteur nul. Attention, cette démo n'est pas évidente, parce que vous basez sur la définition du moment de force par rapport à delta, définition, propriété, là, 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 là. D'accord? Vous passez du point O au point I. Maintenant, ce que tout le monde voit, c'est que ce vecteur-là est nul. Le moment de la force F, évalué au point I, est nul. Pourquoi? Par définition du moment d'une force par rapport à un point, c'est toujours point d'évaluation, point d'application, point d'évaluation, c'est I. F s'applique en M. Donc ça, c'est quoi ça? Moment de la force I par rapport à... Moment de la force F par rapport à I, c'est quoi? C'est IM, vecteur F, et on a quoi là, Sylvain? On a quoi? On a deux vecteurs collinaires, très bien, deux vecteurs collinaires, IM vecteur F égale vecteur nul. Donc ce vecteur-là, à gauche, est un vecteur nul. J'ai plus de place, je vais l'écrire là-haut, toujours dans la même colonne, donc dans le cas où F coupe l'axe. Donc avec ici, on va noter le moment, voilà, par rapport au point I, de la force F, qui est un vecteur. Donc toujours point d'application, point d'évaluation, pardon, point d'évaluation, I, point d'application M, vectoriel F. Et ici, le schéma il est clair. On a IM et F collinaires, donc produit vectoriel entre deux vecteurs collinaires, vecteur nul. D'où le moment scalaire est nul. Voilà. Donc le moment de F est égal à 0 ici. Voilà. Donc le moment ici, voilà, c'est M là, c'est plus vraiment des M. Le moment de la force F par rapport à delta, et delta toujours en indice, hein. Attention, il y a en bas, ici à droite, M delta de F. D'accord? Ici directement. Bon. Bien. Et maintenant, ce qu'on a fait, il faut savoir l'appliquer. Se appliquer au cas de la porte. Voilà. Donc ça va ici appliquer la notion de moment d'une force par rapport à un axe à ceci. Ceci directement. À savoir, ça c'est du savoir-faire, c'est comprendre les deux cas de nullité. Quand vous avez ce schéma-là, vous repérez le moment de ces forces par rapport à l'axe des gonds. C'est ça, attention maintenant. On ne va plus évaluer l'efficacité d'une force par rapport au point O. On évalue l'efficacité de la force par rapport à l'axe delta. L'axe delta, c'est quoi ici? Ça sera l'axe des gonds. Donc on va évaluer le moment des forces par rapport à l'axe des gonds. Premier cas de nullité. Premier cas, ici, on a vu, il faut que F, est-ce qu'il y a une force qui est parallèle à l'axe des gonds? On regarde, est-ce qu'il y a une force qui est parallèle à l'axe des gonds? Ici, directement, il n'y en a pas. D'accord? Mais par contre, est-ce qu'il y a des forces qui interceptent, qui coupent l'axe des gonds? Ouais. Il y a qui? F4. F4, d'accord, coupe l'axe des gonds. L'axe des gonds est dirigé comme ceci, vers vous. D'accord? Perpendiculaire au plan du tableau, comme ceci. F4 coupe l'axe des gonds. Donc c'est-à-dire que le moment
de la force F4 par rapport à l'axe OZ, ici l'axe OZ c'est l'axe delta, c'est l'axe des gonds, c'est-à-dire que la force F4 est d'efficacité nulle. Efficacité nulle. Pourquoi? La force F4 coupe l'axe des gonds. Vous prolongez la direction de F4, donc la droite d'action, passant par P, passant par P et porté par F4, l'ordre d'action passe par O. D'accord? Donc le moment de la force F4 par rapport à l'axe OZ, il est nul. Autre force qui coupe ici l'axe des gonds, est-ce que quelqu'un parmi vous voit la deuxième force qui coupe l'axe des gonds? On a une deuxième ici. Oui, Rémi? F0, tout à fait. F0 coupe l'axe des gonds. Pourquoi? F0 est comme ceci. Elle coupe, voilà, elle coupe l'axe des gonds qui est dirigé vers vous. Donc c'est-à-dire que F0 également d'efficacité nulle. En effet, hein. Il y a une force ici directement sur l'axe des gonds. Voilà, je vais appuyer aussi fort que je veux. Bon. D'accord? Elle ne va pas bouger. D'accord? Ça arrive ici. Donc ça, il faut le voir. C'est un cas d'unité, mais attention pour un moment de force par rapport à l'axe. Par rapport à l'axe des gonds. Vous voyez ici M delta. Donc c'est BC, après CD, pardon. Retour sur expérience avec l'expérience de la porte. D'accord? Donc ça, j'efface tout ça. Comme ça, on aura, voilà, étudié de fond en comble cette fermeture de porte. Donc retour sur expérience. Retour sur expérience. Voilà. Les forces. Donc on a dit pour son P, ce sera F0, F4. F0, F4. Coupe l'axe des gonds. Voilà. OZ. Donc c'est l'axe OZ. Qui est ici? Qui est ici l'axe delta? Qui est ici pour nous, maintenant, l'axe delta. Donc l'axe des gonds, l'axe OZ sera l'axe delta. Donc, les forces F6, F0, c'est un 0, c'est 6. C'est F0 et F4 coupent l'axe de rotation, l'axe des gonds OZ, d'accord, qui est ici, virgule, l'axe delta, d'accord. Donc, ici, on aura ici les moments scalaires, donc les moments de ces forces par rapport à l'axe de rotation delta. Donc M0, ici, M delta de M0, M delta de F4 égale à 0. D'après ce que l'on a vu, d'accord, si les forces coupent l'axe de rotation, les moments par rapport à l'axe de rotation seront nuls. D'accord? Voilà. Donc cette force, ici, ne permettent pas de fermer la porte. D'accord? Donc F0 et F4 ne permettent pas de fermer la porte. Ok. Fermer ici la porte. Bon. Ensuite, il nous reste F1, F2, F3 et F5. Si je prends le cas de F1, F2, F3, F1, F2, F3, on va prendre les normes de ces moments, d'accord? Et moments que vous savez d'ailleurs évaluer par rapport à un point O qui est fixe. D'accord? Donc on peut prendre d'abord le module. Donc ici, pour les forces ici correspondantes, donc il nous reste ici quelques forces, on va prendre des forces F1, F2, F3. Donc pour les forces F1, F2, F3, on peut d'abord évaluer. On peut d'abord évaluer le moment ici par rapport au point O, et ensuite, ici, prendre la norme. Donc la norme, donc on va d'abord évaluer la norme, et ensuite, d'accord, directement, on pourra associer le vecteur et projeter son axe delta. Donc on peut évaluer la norme, ici, des moments, d'accord, de ces forces, d'accord, par rapport au point O. Par rapport, ici, au point O. Alors, comme elle s'applique, F1 s'applique en M1, F2 s'applique en M2, F3 s'applique en M3, je vais noter que les forces F, l'indice I, FI s'applique au point MI. D'accord? Par rapport, dans tous les cas, le point d'évaluation est le même, c'est le point O. D'accord? Le point O. Autrement dit, la norme de ce moment. D'accord? Par rapport au point O. De la force FI. On l'a vu. Donc, nous, ça sera OMI, OMI. D'accord? Fois
la force Fi fois la force Fi. Et dans les trois cas de figure, pour F1, F2, F3, l'angle θ entre vecteur position et vecteur force est égal à pi sur 2. Donc avec sinus de θi, où θi égale pi sur 2 radians. Donc fois, ici, le sinus de pi sur 2, pourquoi? Pour les trois forces, ici, les trois forces sont perpendiculaires au plan de la porte. Attention, j'indice par I égale simplement 1, 2, 3. Donc je me note ici avec I, ici je précise I, prend les valeurs uniquement 1, 2, 3. Donc c'est un indice 1, 2, 3 pour éviter de faire trois calculs identiques. Donc j'ai F1 s'applique en M1, F2 en M2, F3 au point P, bon c'est pas grave aujourd'hui. P égale M3. P égale M3, c'est pas gênant, Moi ce que je veux montrer ici directement, c'est avec un sinus de pi sur 2 égale à 1. La norme ici, qu'est-ce que vous savez, elle est constante. Donc la norme du vecteur ici OMI est constante. Du vecteur force pardon, Fi est constante. Ce qui varie c'est OMI. Ce qui varie, c'est le point d'application. Et on voit qu'on retrouve le fait que plus le point d'application est loin de l'axe Zégon, plus la force est efficace. Là, on le voit. OMI, d'accord? Plus le vecteur OMI est important en norme, plus le point MI est éloigné de l'axe ici de rotation, éloigné du point O, avec M3 égale à P. D'accord? Tout le monde a compris. La poignée P est au point M3. Donc là, on va noter que plus le point d'application ici, MI, est éloigné de l'axe Zégon, donc plus le point d'application MI est éloigné de l'axe Zégon, plus ici, plus la force ici FI, est efficace. Voilà, est efficace, c'est-à-dire ici le moment par rapport au moment. C'est-à-dire ici le moment de la force FI évaluée par rapport au point O, ici, augmente. Voilà. Autrement dit, si on raisonne par projection scalaire selon l'axe OZ, donc l'axe delta, donc autrement dit, donc si on raisonne sur le moment scalaire, on effectue des projections scalaires. Voilà, donc on a donc une relation d'ordre. On projette tout selon E delta. Le moment par rapport à l'axe delta, finalement de la force F1. Si la force F1 est moins efficace que F2, F3, signifie que son moment par rapport à delta il est moindre que celui de la force F2. D'accord? Mais également, voilà, puisque finalement ici le point P est plus éloigné du point M2 ici de point origine, d'accord? Autrement dit, la force F3 est la force la plus efficace pour la mise en rotation. Autrement dit, le moment par rapport à l'axe delta de la force F3 ici est supérieur à celui de la force F2 de la force F1 et ce toujours par rapport à cet axe de rotation ici delta. D'accord? Bien. Donc on retrouve cette interprétation qui est très importante. Il faut appliquer la force en un point le plus éloigné de l'axe de rotation. D'accord? Bien. Après, vous voyez également ici, on peut discuter de F5. On l'a vu tout à l'heure, F5. Ce qui change entre F3 et F5, on est au point le plus éloigné. On est à la poignée. Donc là, c'est les conditions optimales. Sauf que, on l'a vu tout à l'heure, F3 est perpendiculaire au plan de la porte. Donc là, le sin θ, ça égale pi sur 2. Alors que pour F5, ici, directement entre le vecteur ici OP et le vecteur ici F5, on aura un angle θ qui sera inférieur à pi sur 2. Donc ici, on aura un moment de force qui sera inférieur. Donc ça, on va le noter également, dernière remarque, sur cet exemple de porte. D'accord? Donc, on a deux forces, deux dernières, c'est F3, F5 appliquées au même point P. D'accord? Donc les forces ici, F3 et F5 sont appliquées au même point, donc à la poignée. Donc le poignet P, donc ici, pour nous c'est le point M3, sont toutes les deux appliquées au même point P, à la poignée. Mais, donc là, très bien, on rejoint ce qu'on a dit précédemment, c'est le point le plus éloigné de l'axe Zégon. Mais attention, ici, pareil, dans l'évaluation des moments des forces, d'accord, pareil, si on prend la norme des moments des forces par rapport au point O, d'une part pour F3 et d'autre part pour F5,
Donc ça va nous donner quoi? Bah, directement, la force F3 s'applique ici, bon, entre 2 points P. Donc ça sera OP. Donc ça sera OP directement, fois F3, fois le sinus de l'angle entre OP et F3, qui vaut pi sur 2. Ça vaut pi sur 2. Ok. Par contre, le moment, pareil, je prends la norme du moment de la force ici, F5, évaluée par rapport au point O. Donc ça sera toujours la norme du vecteur OP. F5 s'applique au point P, fois la norme du vecteur force F5. Fois, attention, là j'aurai un angle. Ouais, j'aurai un angle θ. Ouais. J'aurai un angle θ, mais cet angle θ, dans tous les cas, pour la force ici F5, cet angle θ sera inférieur à pi sur 2. Donc avec ici, pour la force F5, θ inférieur à pi sur 2. Donc on aura donc ici une norme de moment par rapport au point O de la force F5 qui sera inférieur à celui ici de la force F3. Donc scalairement, par rapport à l'axe delta, l'efficacité de la force ici, on trouve bien le fait que, voilà, ici, la force F5, d'accord, peut faire tourner la porte. Elle fait tourner la porte, mais par contre, elle est quand même moins efficace que la force ici, F3. D'accord? Que la force F3. Dernier temps, les bras de levier. Je pense qu'on terminera peut-être en début d'après-midi, je ne sais pas si le temps, ça rien, c'est la partie la plus importante. Donc on terminera peut-être en début d'après-midi, en début de TD peut-être. Hein. Là, je ne sais pas d'accélérer maintenant, au contraire, c'est la partie la plus délicate. Donc c'est la fin de cette partie, mais comme la plus concrète. On a tout fait, tout est là. Il y aura un nouveau, c'est juste un truc qu'on appelle des bras de levier. Vous avez déjà entendu parler, hein, d'accord, ne serait-ce que par le levier d'Archimède. D'accord, le levier d'Archimède, d'accord. Redonnez-moi un levier, un point d'appui, je soulèverai la terre. Les leviers dans la vie de tous les jours, d'accord, au niveau des criques par exemple, au niveau des clés, des égouts, il y a plein de choses à dire sur ces bras de levier. Et tout est là. Et ces bras de levier sont liés à cette notion, vous voyez, cette grandeur, moment d'une force par rapport à un axe delta. Alors je vais juste entamer ici, c'est la dernière partie, c'est petit e, notion de bras de levier. La partie la plus technique. D'accord? Je pense que je m'arrêterai au schéma et on continuera tout doucement en apprenant les exos. Donc, notion de bras de levier. Alors ça, il faut vraiment la comprendre, vraiment. Alors je mets une étoile, c'est pas parce que c'est compliqué. D'un point de vue calculatoire, c'est d'un point de vue conceptuel, ici à comprendre, bien comprendre cette notion. Alors, comment on définit, à quoi ça sert et comment on l'utilise. D'accord? Bon. Alors, pareil, on va refaire ce même schéma, d'accord, avec toujours les mêmes hypothèses. D'accord? Donc, cette notion de bras de levier s'appuie sur, pareil, cet axe de rotation delta, donc on commence par ça. Donc on a un axe, ici, de rotation delta, donc soit un axe de rotation delta, fixe, ouais, et dirigé selon E delta. Donc toujours cet axe, voilà, que je vais faire ici, à droite. Là, donc en même temps que je mette les hypothèses, je fais le schéma. Donc on trouve l'axe de rotation, c'est notre référence, je vous rappelle. C'est notre vision des choses. Au lieu d'évaluer un moment par rapport à un point, on avait un moment par rapport à un axe. D'accord? Donc cet axe, c'est l'axe delta. Il faut une origine. Ah, tiens, c'est le point O d'origine, et il faut également l'orienter. E delta. Voilà. Donc ça, on va également donner un O, un point quelconque de delta. Donc soit également un point ici, O, quelconque, donc c'est un point d'évaluation, mais quelconque de delta, de fixe origine, de l'axe delta, comme ceci. Ouais. Et on aura toujours cette configuration où une force F s'applique en F. Alors, tac. La force F, je l'ai fait comme ceci, je crois. Ouais. Une force F s'applique en M. Donc là, rien de nouveau. Hein. Vraiment, rien de nouveau. La nouveauté, elle arrive maintenant. La force F s'appliquant au point M. Donc une force F s'appliquant
au point M. Voilà. La nouveauté à l'eau, elle est là. F, on va la décomposer. F, on va la décomposer en deux composants. Voilà. En fait, dans la majorité des cas, en physique, d'accord, concrètement, on pourra toujours décomposer la force F en deux composantes. Une composante selon l'axe delta et une composante qui est déjà 20% perpendiculaire à l'axe delta. Donc je répète, la nouveauté elle arrive ici, d'accord? Cette force F, ici, décomposable en, donc décomposable, voilà, en, ici, quoi? Donc deux composantes. La première, une composante, ici, une force parallèle à l'axe delta, donc décomposable, en une force que je notais F parallèle. Alors j'espère que tout le monde voit, d'accord, ceux qui sont en distance, F parallèle, c'est une force qui est ici collinéaire, qui est parallèle à l'axe delta. Donc une force parallèle à l'axe delta. Ok. Donc première composante. Une force parallèle à l'axe. Ouais. Bon, nous sur le schéma, ça donne quoi? On y va. On l'a fait en jaune, donc là je mets du jaune, force parallèle à l'axe. Hop, on projette F sur l'axe delta. Ok, on y va. Voilà. Alors attention, c'est arbitraire, je la mets à peu près ici. Si je fais ça, j'aurai F perpendiculaire. Bon, je vais m'arrêter là, ça sera bien. Je vais m'arrêter là. Là, ça sera très bien. Là, j'ai F parallèle à l'axe. F parallèle à l'axe, c'est comme ça. Je mets en tiré jaune. Donc j'espère que vous voyez ici ceux qui sont en distance. Alors, voilà, il faut qu'elle soit parallèle. Moi, elle ne l'est pas vraiment. Vous prenez la règle. Hein. F parallèle doit être collinéaire, doit être parallèle à l'axe. Donc là, je vais essayer de forcer un peu plus pour qu'elle soit bien parallèle à l'axe. Ici, F parallèle à l'axe. Deuxième composante, je vais mettre en bleu une force perpendiculaire à l'axe. Alors celle-là est facile à faire au tableau, je suis sûr. Facile. Sur vous, c'est facile pour vous, ce sera facile à faire sur votre cahier. Par contre, la force F perpendiculaire à l'axe, donc elle sera perpendiculaire à l'axe, perpendiculaire ici à l'axe delta. Alors, moi au tableau comme ça, ce que je fais une somme vectorielle. Il faut que F parallèle plus F perpendiculaire me donne F tout court. Donc ce que je fais, je suis ici, ce que j'avais fait, hein. Je fais ça, il faut que je rejoigne le vecteur F. Voilà, je suis là. Donc là, je l'ai ici, je redescends, tac, et je mets ici. Voilà. Donc je fais d'abord, j'explique après, tac, là. Donc je répète, ici, pour vous, comment tracer F perpendiculaire à l'axe. Tout le monde a su tracer F parallèle à l'axe. Prenez une parallèle à l'axe, ici. Et je m'arrête, vous voyez, je me suis arrêté avant la hauteur de F. Hein, parce que je fais une somme vectorielle. Pourquoi une somme vectorielle? Parce que quand je fais F parallèle plus F perpendiculaire, ça me donne F. Ce que j'ai tracé là-haut, ça c'est le sens et direction de F orthogonale à delta. Et là je le fais ici. Vous dire, monsieur, on ne voit pas. Mais ouais, on est en perspective, on est à 3 dimensions. Faire quelque chose à 3 dimensions sur un plan de tableau, c'est pas évident. Donc là, attention. F parallèle plus F perpendiculaire vous donne F. Hein. La somme des deux composantes vous retourne F. F parallèle est facile à faire. C'est bon pour ceux qui sont en distance. Par contre, F perpendiculaire, ce que vous faites, vous prenez ici l'extrémité de F parallèle, ici, donc l'extrémité de F parallèle, ça sera l'origine de F perpendiculaire, et l'extrémité de F orthogonale, ça sera l'extrémité de F, par somme vectorielle. Ok? Alors, pour bien montrer que c'est orthogonal à l'axe, vous allez prolonger la direction à la règle. Donc, vous prolongez à la règle cette direction. Tac, voilà. Donc le point en haut, moi je vais le remonter, sinon ça va être brouillon, le point en haut je vais le mettre là. Et pour bien montrer, pareil je prolonge ici, ici, d'accord, voilà. En fait, qu'est-ce que je fais en bleu là? Quand je prolonge une force qui passe par M, ça s'appelle une droite d'action. Donc je précise également que ce que je note ici en bleu, c'est la droite d'action D, passant par M, et portée par qui? Attention, gros piège. En bleu, la droite d'action ne passe pas par F. Elle passe pas par F, elle passe pas par F parallèle, elle passe par F orthogonale. Ouais, attention à ça. C'est sur quoi il faut vraiment ralentir. Là, en bleu, c'est la composante orthogonale ici. J'ai mis en tiré, mais mettez-le en trait plein pour vous, ça sera peut-être plus simple pour comprendre. Donc je recommence ici, pardon, du rouge. Vous mettez en trait plein si vous souhaitez. Donc là, une fois que vous êtes sûr de votre coup, ça c'est F perpendiculaire. Là c'est F parallèle, comme ceci, voilà. Ok.
F parallèle, il n'y a pas d'ambiguïté, mais F perpendiculaire. Montrer que F est perpendiculaire à l'axe, comment on fait? C'est simple. Vous faites ça. Hop. Vous faites un angle droit ici. Voilà. Tout le monde l'a vu? Non. Je recommence. Pour bien montrer que F orthogonale et la composante orthogonale à l'axe delta, vous la construisez par addition vectorielle. Et surtout, vous donnez la droite d'action de F orthogonale à delta. Elle coupe l'axe et ici, il y a un angle droit. Et ça, il faut le mettre. Hein. Ça, il faut le mettre. Hein. Donc ceux qui sont en distance, là, vous prolongez la droite d'action, passant par M et F perpendiculaire. Et ici, il y a un angle droit entre D et delta. Cet angle droit, je dois le voir. Très important. Très important. Et dans ce cas-là, dernier point, là, ici, bon ça je peux effacer, voilà, on évalue, et je m'arrêterai là, on évalue alors le moment par rapport à delta de F. Si on évalue le moment de F par rapport à delta, le moment d'une force, c'est une grandeur qui est additive. Si c'est une grandeur additive, c'est le moment de F parallèle plus F orthogonale. Là, ce que j'ai posé, hein, alors pareil, je ne l'ai pas dit ici, mais évidemment, je l'ai dit à l'oral, mais je ne l'ai pas noté. Je l'ai pas noté. F égale F parallèle plus F orthogonale max delta. Et par additivité du moment de force, le moment de la force F par rapport à delta, c'est le moment par rapport à l'axe delta orienté de la force F définie par F parallèle plus F perpendiculaire. Vous savez que c'est additif. Donc directement, vous dites que c'est M delta de F parallèle plus M delta de F perpendiculaire. Oui, mais bon, là, regardez, qu'est-ce qu'on retrouve dans les moments scalaires, enfin, les moments des forces par rapport à delta? Qu'est-ce qu'on a vu? Dès qu'une force est parallèle, dès qu'une force est parallèle avec ce delta, son moment par rapport à l'axe, il est nul. Donc avec ici, je vous rappelle, avec un cas de nullité, on retrouve un cas de nullité, à savoir le moment de la force F parallèle à l'axe delta. Ce moment scalaire, il est nul. Je vous rappelle que toute force parallèle à l'axe delta posera un moment par rapport à cet axe, justement, égal à 0. D'accord? Donc, bilan, le moment de la force F par rapport à l'axe delta. Donc, le moment de la force F par rapport à l'axe delta se réduit à celui de sa composante perpendiculaire. Donc, le moment de la force, attention, par rapport à l'axe, se réduit. Alors si je mets à celui, c'est-à-dire se réduit au moment de la force. D'accord. Donc se réduit à celui de sa composante perpendiculaire à l'axe. Voilà. De sa composante perpendiculaire à l'axe. Perpendiculaire à l'axe. Voilà. Et ça, on reprendra, il y a encore 10 minutes sur ça cet après-midi, sur le bras de levier. Une division de bras de levier et bras de levier appliqués à cette configuration. Et le chapitre sera déjà bien entamé. On terminera ce chapitre lundi matin à 8h. D'accord? Voilà pour moi aujourd'hui. Sur le chapitre 5,